Merci beaucoup. Je suis très heureux d'intervenir devant vous ce soir. On va terminer donc par les politiques agricoles. Moi, je dirige à l'Université de Poitiers l'Institut de droit rural et je suis spécialisé sur les politiques et l'instrument de la transition agroécologique. Donc, c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter un petit diaporama. Est-ce que Alors, si vous voulez le partager, ouais, c'est parfait. Ça, c'est normalement, ça bon? va arriver. Il faut le mettre en plein écran et ce sera parfait. En plein écran, c'est parti. C'est le petit Donc, bouton. voilà, en introduction, donc un monde agricole, on l'a vu tout au long de la journée, qui change, hein. Un environnement naturel qui est complètement bouleversé, qui a des impacts sur l'agriculture importants, des phénomènes climatiques qui vont être plus intenses, hein, inondations sur certains territoires, sécheresse plus accentuée l'été sur d'autres, et des aléas climatiques aussi comme des gels, comme on a pu voir cette année, qui vont être aussi plus fréquents. Une agriculture qui va être donc contrainte de s'adapter. Alors, deux niveaux d'adaptation, une adaptation au niveau individuel qui va être spontanée de la part des agriculteurs, qui vont décaler des dates de semis, de vendange, qui vont se procurer du matériel de protection justement contre ces aléas, qui vont changer leurs assolements, qui vont irriguer. Mais aussi une adaptation qu'on va vouloir planifier de manière collective en adaptant des politiques de l'eau, des nouvelles variétés végétales, mais aussi en créant, pourquoi pas, de nouveaux bassins agricoles, comme la remontée vers le nord de certains vignobles. Des problématiques juridiques vont en ressortir, hein. On va devoir adapter aussi le droit agricole. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais parmi les questions qui vont se poser, quel droit d'accès et de partage de la ressource en eau, le besoin de variétés végétales plus adaptées à ce contexte, comment on va permettre l'adoption de ces nouvelles variétés, dans quel cadre réglementaire. On a parlé beaucoup toute la journée de modification des assolements, mais une diversification donc pour une meilleure résilience. Mais comment on va favoriser cette couverture des sols, ces mélanges d'espèces, ces infrastructures semi-naturelles? Il va falloir des leviers, ça ne va pas se faire tout seul. Et puis, une question fondamentale sur laquelle je vais me focaliser, des risques liés au changement climatique multipliés. Quels outils pour faire face à ces nouveaux risques? Et il me semble que l'anticipation passe déjà par de la prévention, hein. Il va falloir agir en amont, mais aussi en aval par une meilleure couverture des risques. Alors, je vais me focaliser sur les risques, même si je sais qu'il existe des opportunités en matière agricole liées au changement climatique, mais je n'aurai pas le temps d'en traiter. Alors, anticiper d'abord en prévenant les nouveaux risques. Il me semble que gérer les risques implique un ajustement permanent entre les ressources qui sont disponibles et les besoins fondamentaux de l'agriculture. Et on va pouvoir agir soit sur les ressources disponibles, soit sur les besoins agricoles. Alors d'abord, obtenir la résilience par la sécurisation des ressources de l'agriculture. Là, je dirais que c'est la collectivité dans son ensemble qui doit faire des efforts pour son agriculture et l'accompagner vers le changement. Premier point, il va falloir investir financièrement dans de nouvelles ressources, par exemple avec des aides économiques à des équipements, hein, à du matériel de protection. On le voit, des tours, ça peut être des tours anti-gel, des ombrières, des équipements agrivoltaïques, d'irrigation en goutte à goutte, des sondes, etc. Et à ce titre-là, hein, le plan qui s'appelle France Relance, qui a été initié en 2021, comporte tout un volet sur l'investissement agricole pour s'adapter au changement climatique. Il va falloir adapter le matériel génétique végétal, il en a été beaucoup question aujourd'hui, donc cultiver des espèces plus résistantes, notamment au stress hydrique. Va se poser ici la question du statut juridique d'un certain nombre de nouvelles variétés qui vont être obtenues. On peut focaliser sur deux types de variétés, ce qu'on appelle les variétés population, hein, qui sont plus hétérogènes, moins stables parce qu'elles se multiplient par pollinisation libre. Et aujourd'hui, on a des restrictions très fortes sur la commercialisation de ces variétés-là. On a une petite ouverture, mais uniquement pour les semences en bio, hein, au niveau européen. Et puis, le problème posé par des nouvelles variétés obtenues par mutagénèse.
donc des nouvelles biotechnologies qui, pour l'instant, sont classées dans le champ des OGM, donc avec des contraintes très très fortes, mais il est question de revoir ce cadre-là. Et puis, une fois qu'on a bien défini de quel type de variété il s'agit, comment on va pouvoir les déployer dans l'environnement socio-économique. Là, je peux donner l'exemple de la vigne avec des nouvelles variétés hybrides censées mieux résister au changement climatique, mais une confrontation à la réglementation sur les vins et sur les appellations d'origine qui, en principe, ne les acceptent pas. Toujours sur la ressource, il y a une problématique fondamentale qui va se poser, c'est le maintien de la disponibilité de la ressource en eau. Alors certes, on va le voir après, l'agriculture va pouvoir faire des efforts, mais un minimum d'eau sera toujours nécessaire pour semer et faire lever les cultures. Donc là, il va falloir adapter les politiques de l'eau, et il y a une grande réflexion au niveau national qui s'appelle le Varenne de l'eau, et on attend les conclusions voilà, dans quelques semaines de cette réflexion. Parmi les grandes questions à se poser, la répartition entre les besoins du milieu et les besoins anthropiques, la répartition au sein de la communauté des usagers de l'eau, hein, voilà, quelle part pour chacun entre les agriculteurs et les autres usagers, et puis, ce qui est prégnant sur notre territoire, la place du stockage hivernal hein, de l'eau d'un point de vue territorial. Il va falloir qu'on dispose d'études scientifiques rigoureuses et claires sur les bénéfices environnementaux du stockage, les bénéfices économiques, quels sont les volumes concernés et quelles sont les contreparties agro-environnementales réclamées à l'agriculture sur le territoire. Ça, c'était agir sur les ressources, en fait, c'est maintenir les ressources. Mais il va falloir aussi agir sur les besoins et l'agriculture va devoir réduire ses besoins aussi. Et là, c'est l'effort que l'agriculture va devoir faire pour l'ensemble de la collectivité. J'évoquerai 2 points, hein. Plus de sobriété. Il va sûrement falloir cultiver voilà, des espèces moins gourmandes en eau, peut-être aussi moins de travail du sol hein, pour préserver les capacités de rétention de l'eau. Et puis, ça a été dit voilà, aujourd'hui, c'est un champ de recherche immense, plus de diversification des couverts, donc des espèces plus variées, des variétés mélangées, des sols mieux couverts aussi tout au long de l'année, et puis des infrastructures semi-naturelles qui font leur retour. Et on connectera ainsi les politiques d'adaptation au changement climatique avec les politiques d'atténuation, et notamment tout ce qui relève du stockage du carbone. Alors, toutes ces politiques-là, hein, elles vont prendre finalement un aspect, je dirais, incitatif à travers des aides, hein, c'est la carotte. Et puis, s'il n'y a pas le bâton, c'est-à-dire des limites fixées par la réglementation d'un autre côté, on sait très bien que ça n'avancera pas. Il a été question hein, précédemment des programmes ressources. Les programmes ressources, malheureusement, ne fonctionnent pas. Déjà parce que les aides ne sont pas très attractives et puis surtout, il n'y a aucune obligation à la clé, donc c'est un petit peu regrettable. Donc c'est vraiment les 2 volets qu'il faut manier. Le second aspect de l'anticipation, c'est la couverture finalement des nouveaux risques qui vont survenir inéluctablement. Alors là, 2 leviers d'action possibles que je propose, qui sont en cours de réflexion. Une gestion déjà de ces risques par une flexibilité de la réglementation. C'est-à-dire qu'on va devoir avoir une réglementation plus climato-flexible, c'est-à-dire avoir des indicateurs qui nous permettent de prédire qu'il va y avoir une crise et qu'on adapte les règles. Ça se fait déjà, mais de manière très imparfaite, notamment quand on a une sécheresse, voilà, on déroge par exemple aux dates d'implantation de certaines cultures. Les contrats aussi que concluent les agriculteurs vont devoir être adaptés à la réalité du changement climatique. Il faudra qu'on insère des clauses dans les contrats, hein, les baux ruraux par exemple, les cahiers des charges voilà, qui sont conclus avec les coopératives, pour que finalement le risque soit réparti entre tous les acteurs et pas simplement supporté par les agriculteurs. Et je terminerai par les instruments assurantiels. Ça, c'est un point majeur. Hein. Quand le risque survient, finalement, quelle est la part entre l'assurance publique, donc ce que la collectivité va faire comme effort pour indemniser les producteurs, et l'assurance privée?
Et vous le savez peut-être, il y a une grande réforme qui est en cours sur l'assurance récolte climatique. La loi va être adoptée prochainement. Il y a une première mouture adoptée déjà à l'Assemblée nationale. Et l'architecture se présente de la manière suivante. On va avoir une part de risque supportée par l'agriculteur, à partir d'un certain niveau de perte. Quand on dépasse un certain seuil, il y a l'assurance privée qui prendra le relais. Et puis, vraiment, quand les pertes sont trop importantes, on a des fonds publics mutualisés voilà, qui pourront couvrir les risques les plus graves. Mais il y a une question qui va se poser de manière très importante en droit, c'est que quand le risque climatique va devenir complètement systémique, est-ce qu'on pourra encore l'assurer? Parce que du point de vue de l'assurance, on ne peut pas assurer les risques qui sont complètement systémiques, donc qui font partie finalement de l'environnement ambiant. Pour conclure, 3 points. Il va falloir donner les moyens à l'agriculture de faire face au changement. Seule, elle ne pourra pas y parvenir. Ensuite, il va falloir trouver des leviers pour accélérer la transition du modèle agricole, des leviers économiques, des leviers politiques. Et puis, je dirais que même si là, on a mis le focus sur le climat, il faut surtout éviter de raisonner avec un silo climatique, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre en lien la problématique climatique avec l'ensemble des politiques agro-environnementales sur la biodiversité, sur la réduction des pesticides, sur le foncier, sur le revenu des agriculteurs, etc., etc. Je vous remercie de votre attention.